Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette conférence pour vous présenter en fait les débouchés, les formations qui sont proposées par les différentes écoles d'ingénieurs agronomes. Et voilà, et vous pourrez évidemment poser toutes les questions sur les concours que vous posez sur évidemment les débouchés et les formations. Euh, Ce webinaire fait partie d'un cycle de plusieurs webinaires à chaque fois qu'on organise sur les différentes voies de concours, puisque vous le savez, il y a différentes voies pour accéder aux écoles d'ingénieurs agronomes, que ce soit classe préparatoire, post-licence, donc c'est le cas aujourd'hui, mais aussi post-BTSA, BUT, etc. Voilà, donc merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je sais que Julien va vous faire passer un petit questionnaire pour savoir d'où vous venez, si vous êtes en licence 2, le 3 ou si vous êtes un enseignant de licence. Je voulais du coup, avant de vous présenter l'ordre du jour de cette conférence, de remercier à la fois la cellule Agrignum, donc Agrignum qui est l'alliance des écoles d'agro, veto, et aussi qui associe des organismes de recherche que sont INRAE et CIRAL. Donc c'est une alliance qui nous réunit tous et tous autour des agrobiosciences. Donc remercier la cellule, en particulier Julien Poyer qui anime ce webinaire aujourd'hui. Tous les intervenants également qui sont nombreux, on va le voir dans l'ordre du jour, à la fois nos anciens élèves, nos élèves actuels et aussi des représentants de l'administration des écoles. Et enfin, le service commun des concours agro-véto aussi qui sera présent et qui vous a envoyé cette invitation pour ce webinaire ce soir. Donc, Julien, peut-être qu'on peut passer à la présentation de l'ordre du jour. Merci. Donc, on va d'abord vous présenter un parcours de préparation qui vous est proposé aujourd'hui pour les licences par Jérôme Steff, qui certes est enseignant, chercheur à Bordeaux Sciences Agro, mais surtout qui est porteur de cette initiative avec un groupe d'enseignants d'un projet qui est financé par France 2030. Ensuite, on aura une séquence de questions-réponses, des témoignages d'étudiants, d'alumni, de nouveau une séquence questions-réponses, une intervention du SCAF de Stéphane Le Brigand. Et puis, on aura également Gaëlle Bozio, que je salue, qui est la directrice des études de la vie étudiante de l'Institut Agro Montpellier, qui vous présentera les formations et les dimensions de vie étudiante. Et enfin, après une séquence de nouveau de questions-réponses, nous aurons la conclusion par Laurence de Flessel, qui est la présidente de cette alliance, qui est l'Alliance Agrignum. Voilà, merci Julien. Donc je te passe du coup la parole peut-être pour rappeler aussi les règles de fonctionnement. Si vous souhaitez interagir, posez vos questions pour que ce soit le plus fluide possible et qu'on puisse évidemment répondre à toutes vos questions dans le temps imparti. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Sabine. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, il y aura un replay. Normalement, il y avait 170 inscrits. Donc, on est nombreux. Encore merci pour votre participation. Et pour les règles de fonctionnement, donc, pour échanger des informations, on peut utiliser le chat. Et si vous avez des questions, vous avez un onglet qui s'appelle Q et R, normalement. Et vous pouvez vous poser vos questions directement via questions-réponses. Comme ça nous permettra, nous, de voir si on peut répondre en live ou si on gardera vos questions pour essayer d'y répondre par la suite. Autre petite information pour les intervenants, quand vous ne parlez pas, l'idée c'est peut-être de fermer votre caméra, comme ça apparaîtra uniquement la personne qui va parler. Et en tout cas, il me reste maintenant à passer la parole à Jérôme, qui va nous présenter le parcours de préparation, justement, licence agro. Jérôme, je te laisse la main. Donc, je vais vous présenter rapidement les objectifs de ce module. Merci à vous tous. Donc, c'est un module de préparation à l'épreuve d'entretien avec le jury qui a été réalisé dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet Hercule, qui est un projet qui a été mené avec une dizaine d'écoles du ministère de l'Agriculture, avec à la fois des ingénieurs pédagogiques et des enseignants qui, pour la plupart, avaient participé en fait aux épreuves de sélection et d'entretien. Et donc, on va vous en expliquer un peu le contenu. L'objectif de ce module, c'est de vous
permettre de vous préparer 100% en autonomie. C'est-à-dire que c'est un cours dit asynchrone. Il n'y aura pas d'enseignant avec vous au moment où vous suivrez ce cours, mais les ressources ont été conçues pour que vous puissiez le suivre 100% en autonomie, pour vous aider à concevoir votre dossier d'admissibilité et pouvoir le déposer, vous apprendre à rédiger votre CV, vous préparer à l'épreuve sciences et société et à la fameuse épreuve d'entretien. La seule chose que l'on n'a pas mis dans l'accord base, c'est la préparation à l'épreuve d'anglais, mais parce que ça nécessitait un investissement tout autre et qui se prêtait peut-être un peu moins à du cours 100% en autonomie en mode asynchrone. Donc, dans ce module, par rapport au dossier d'admissibilité, je vais vous présenter rapidement les ressources que l'on mettra à votre disposition. Vous allez avoir des exemples de gabarits et des exemples de dossiers déjà pré-remplis pour vous aider à bien comprendre ce que l'on attend de vous. Vous avez un exemple de tableau récapitulatif de ce qu'il faut mettre dans le gabarit, une checklist des éléments à mettre dans son dossier pour que vous soyez sûr de rien oublier, parce que c'est des fois dommage de perdre des points sur le barème quand on a juste par méconnaissance oublié de mettre un ou deux éléments dans son dossier. Et puis ensuite, alors ça, c'est une petite partie du module, hein, puisqu'après, on va vraiment attaquer les deux grosses parties de ce module de préparation, que sont l'épreuve sciences et société et l'épreuve entretien. Donc l'épreuve sciences et société, l'objectif, c'est d'analyser un texte, et pour ça, il faut avoir un minimum de structure et de culture générale. Et toute la préparation que vous allez faire dans ce module, elle va bien évidemment aussi vous être utile pour suivre, pour vous préparer à l'épreuve d'entretien, puisque dans l'épreuve d'entretien, on va aussi tester votre culture générale. Et donc, au mieux vous préparez l'épreuve sciences et société, mieux vous abordez également l'épreuve d'entretien individuel. Donc, dans ce module, on va vous mettre à disposition plusieurs éléments. Tout d'abord, qu'est-ce qu'attend le jury? Sur quels critères vous allez être évalué pour que vous sachiez bien ce que vous avez à travailler? On va vous mettre une sélection de sources fiables et pertinentes pour approfondir votre culture générale, que ce soit, là, on a essayé de s'adapter un peu à tous les publics et à tous vos modes d'apprentissage. Donc, on a mis en place des ressources qui peuvent être à la fois des journaux, des magazines, des livres, mais également des podcasts, des émissions radio. On vous a mis toute une série de ressources qui pouvaient être intéressantes pour vous, où trouver par exemple la politique du ministère, etc. Donc on a essayé de vous prémâcher le travail pour que ensuite vous puissiez aller plus rapidement à l'information, à la source de l'information pour compléter un petit peu votre connaissance générale. Une banque de définition aussi qui vous permet une révision adaptée à vos connaissances. On le verra, on vous a mis une banque de mots-clés qu'on retrouve assez fréquemment dans les sujets, que ce soit dans les sujets de l'épreuve sciences et société ou l'entretien. Et puis, c'est des outils qui vont s'adapter automatiquement à votre apprentissage, c'est-à-dire que vous allez voir un principe de flashcard où pour réviser, vous allez voir une fois que vous connaîtrez la définition, eh bien, l'outil va s'adapter, il sera individualisé à votre apprentissage et dans vos révisions, il ne vous proposera plus que les définitions que vous ne maîtrisez pas encore suffisamment. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir un apprentissage un petit peu individualisé à vos besoins. Ensuite, on va vous présenter une méthode pour créer des fiches de révision et des exemples de thématiques à réaliser. Et on vous déposera aussi, dans un deuxième temps, des exemples concrets de fiches de révision sur certaines thématiques pour vous aider un peu à brosser l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés lors de cette épreuve. Et puis, bien évidemment, également une méthode d'analyse de texte et de construction de son plan à l'oral, parce que c'est un des critères principaux aussi d'évaluation de cette épreuve-là. Et pour vous faciliter la vie, on va vous donner également des conseils qui sont des conseils qui ont été promulgués par les enseignants qui ont participé à ces jurys-là. Donc, on a, nous, fait une compilation de tous les conseils suite à chaque épreuve, chaque année. Le service des concours demande aux enseignants de faire un bilan de ce qu'il a vu, des points positifs, des points négatifs. Nous, on a fait la compilation, en fait, de tous ces rapports pour vous donner les conseils les plus utiles pour améliorer votre aisance orale et votre discours. Et puis on termine bien évidemment par une banque de sujets réels qui sont tombés lors de ces épreuves pour que vous voyez concrètement en fait ce qu'il vous attend.
Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est vous montrer rapidement déjà ce que ça donne hein, en termes de parcours. Donc, vous allez avoir accès à ce site donc, qui est sur la plateforme pédagogique d'Agrignum. Et donc, vous voyez que vous avez un déroulé qui est assez simple, hein, mais vous avez une petite vidéo qui vous explique le fonctionnement du cours au début, avec plusieurs onglets qui reprennent chacune une partie spécifique. La constitution du dossier d'admissibilité, par exemple, ici où là, à chaque fois, vous avez des ressources avec les gabarits dont j'ai parlé. Et puis, par exemple, sur l'épreuve sciences et société, eh bien, vous allez avoir les objectifs du module, les attentes du jury. Donc, à chaque fois, on vous a fait des présentations ad hoc qui peuvent être suivies pour bien vous expliquer le cadre, les attentes du jury. Et il y a également, il y a par exemple voilà, toutes les ressources, toute la banque de sujets qu'on va mettre à votre disposition. Ici, vous avez par exemple l'outil dont je vous ai parlé, qui sont des flashcards qui vous aident à réviser en fait les principales définitions et puis vous indiquer si vous êtes au point ou pas avec la définition. Si vous mettez je le savais, eh bien, par exemple, c'est quelque chose qui ne sera plus reproposé dans les futures révisions. Et donc, ça vous permet de balayer en fait toutes les définitions avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise. Voilà, donc là, il y a également la construction de vos fiches de révision. Donc, vous voyez que pour le suivre, c'est quelque chose qu'on a voulu assez pratique puisque vous ne serez pas avec un enseignant. Donc, il suffit en fait de suivre les sous-onglets dans l'ordre et vous avez normalement un titre qui est assez évocateur sur chaque onglet et qui vous permet, par exemple, si vous voulez aller directement à la banque de sujets, eh bien de voir tous les sujets que l'on vous propose pour aller un peu compléter votre connaissance des attentes. Donc de la même façon que vous avez la banque de sujets, eh bien vous avez le rapport des jurys qui vous donnent des conseils et la méthode pour bien construire un plan par rapport à un sujet qui vous est donné avec des exemples concrets derrière. Voilà, ça c'est pour l'épreuve sciences et société. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que l'objectif, c'est pas de vous faire ce cours-là aujourd'hui. Je vais terminer par les ressources mises à votre disposition sur l'épreuve d'entretien. Donc là, on vous aide à rédiger le CV, on vous met des exemples, une méthodologie. On va vous expliquer aussi les attentes du jury. On va vous présenter les principaux critères d'évaluation. On met à votre disposition également une grille d'auto-évaluation que vous pouvez pré-remplir avec une trentaine de questions qui reprend en fait un petit peu eh bien, tout ce sur quoi vous risquez d'être interrogé par le jury, par thématique, sur le projet professionnel, votre culture générale qui vous permet, vous, de vous positionner pour savoir un petit peu, eh bien, est-ce que vous êtes au point, par exemple, sur votre connaissance des écoles, sur votre projet professionnel. Et ça, c'est un petit outil qui va vous permettre, en fait, de mieux appréhender ce qu'on attend de vous, les attentes du jury, mais surtout le gap qui vous reste à franchir pour aller vers un oral optimisé et donc ça vous permettra de savoir ce que vous devez travailler pour compléter en fait votre base de connaissances. C'est beaucoup de travail, une épreuve d'entretien, et on a souvent tendance à croire que c'est quelque chose qui est surtout de l'oral. Il y a aussi un gros travail de fond à faire, et c'est pour ça que dans ce cours-là, on va vous guider pour que vous arriviez avec le maximum de fond et avoir un projet professionnel bien construit. Et donc, on va vous aider à construire ce projet avec des méthodes, des ressources. On va notamment vous demander, vous partager des livrets qui ont déjà été remplis par des candidats qui vous permettent de vous poser les bonnes questions pour préparer votre entretien. On va vous demander, par exemple, de vous projeter sur des métiers cibles, mais pas simplement de rester au premier niveau en identifiant les missions que vous aurez à accomplir, les compétences. Et pour remplir ce document, eh bien, on va vous faciliter le travail en vous donnant des ressources, des guides qui sont
sont déjà pré-remplis, ou alors des accès à des vidéos d'anciens élèves qui racontent leur métier, le contenu. Et puis c'est à vous aussi de faire un travail hein, de prospection et d'aller interroger des anciens étudiants, aller consulter par exemple le site des écoles. Vous verrez qu'à un moment donné, par exemple, dans la préparation du fond de l'entretien, eh bien, on va vous demander de vous dire dans quelle école vous envisagez, quel classement vous faites, mais par rapport à cette école, quelle est la spécialisation qui vous intéresse, pourquoi, allez regarder le contenu des modules de formation et d'identifier les apports sur les compétences que vous aurez identifiées par rapport à votre projet professionnel. Donc ça, c'est une partie qui va vous aider à bien comprendre ce que l'on attend de vous et surtout à bien préparer le fond de votre discours. Un bon oral, c'est un oral sur lequel on a de la matière à apporter. C'est pas uniquement de l'aisance orale. Et donc ça, on va vous guider là-dedans. Et j'attire particulièrement votre attention là-dessus. C'est un cours qui ne peut pas être suivi en 8-10 jours parce qu'on va vous demander justement de prendre contact avec des écoles, de prendre contact avec des professionnels. Et ça nécessite bien évidemment un investissement qui est lissé dans le temps. Et d'ailleurs, pour vous aider à vous organiser, dans ce cours-là, on vous met aussi un exemple de rétro-planning sur comment il faudrait s'organiser sur les 3 mois pour répartir la charge de travail idéalement entre aujourd'hui et la date de l'entretien. Et puis ensuite, on va vous livrer des simulations d'entretien avec des commentaires en direct des jurés. Alors, je peux vous montrer un exemple. Hein, voilà, je vais vous montrer un exemple de simulation d'entretien où on s'est mis vraiment dans une problématique où on a réalisé un vrai entretien avec des étudiants et eh bien, vous allez voir qu'en cours d'entretien, on va vous livrer en direct les notes que prennent les jurys pour que vous puissiez vous mettre dans la peau d'un jury et que vous compreniez bien quelles sont les attentes que l'on a. Et vous voyez que typiquement, vous allez pouvoir vivre au minimum 3 ou 4 entretiens en direct. Et là, vous allez vraiment être dans la peau d'un jury et vous allez voir quelles sont la prise de notes que l'on fait, nous, en réel dans un entretien, et ça vous permettra de bien voir si les réponses qui sont apportées sont cohérentes, pas cohérentes, et puis vous assisterez de la même façon au débriefing du jury, où par exemple, sur chaque thématique, eh bien, vous allez voir ce qu'on a jugé en positif, ce qu'on a jugé en point d'amélioration, et qui explique la note finale. Et donc ça va vous aider à bien comprendre, en fait, quelles sont les attentes des jurys, et quel est le niveau que vous devez obtenir pour répondre aux questions. Vous voyez on évalue par exemple le projet professionnel, ensuite on va débriefer sur la prestation orale, et donc vous allez pouvoir vous mettre dans la peau du jury et vous dire, tiens, est-ce que j'aurais évalué de la même façon? Tiens, par exemple, vous voyez que la présentation ici sur cet entretien n'avait pas de plan d'introduction. Vous voyez que ça, c'est des choses qui gênent toujours un peu le jury, donc vous perdez quelques petits points là-dessus. Voilà, donc ça va vous aider à bien appréhender en fait ce qu'on attend de vous et ça va vous aider à vous mettre à la hauteur des attentes du jury. Donc voilà ce que l'on vous propose dans ce module-là. Vous pourrez interagir si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires via un forum. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu, je vais vous recopier le lien après ma présentation dans le chat, mais vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien qui est sur cette diapo-là. Mais je vais vous le copier-coller dans le chat qui vous permettra en fait d'avoir accès à ce module et à toutes ces ressources. Et donc, via le forum, nous, on sera 2 ou 3 enseignants à pouvoir interagir avec vous. Alors, bien évidemment, on ne corrigera pas, par exemple, individuellement vos CV, mais si vous avez des questions de compréhension de structure sur le cours, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, j'arrive au terme du quart d'heure qui m'était alloué, donc je vais repasser la main à Julien si jamais il y a des questions par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je vois pas de questions dans questions-réponses. Donc, si jamais il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat là, ou bien mettre dans questions-réponses. Merci pour ta présentation limpide.
Jérôme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y en avait une notamment sur comment faire pour où trouver ces ressources. Donc comme vous l'avez vu, c'est dans un Moodle. Et là, Jérôme vous repartage le lien pour s'inscrire. Et en fait, une fois que vous serez inscrit, là, après ce webinaire, on va attendre 48 heures pour vous envoyer les liens. Enfin, c'est Farisa qui est présente dans les spectateurs qui s'occupe de ce sujet au sein de la cellule Agrinium. Comme ça, vous aurez les accès Moodle pour suivre un peu tout ce qu'a présenté Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question dans questions-réponses. Est-ce que le module est payant? Alors non, hein, c'est une ressource qu'on a voulu vraiment mettre à votre disposition pour vous aider à préparer les concours. Donc bien évidemment, c'est une ressource qui est 100% libre. Et donc, vous avez accès à l'intégralité des ressources par une simple inscription. Juste pour vous préciser, je redis ce qu'a énoncé Julien. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous candidatez au module. L'inscription est automatique, mais elle est différée de quelques jours parce que d'abord, on collecte les inscriptions et après, on vous inscrit individuellement sur le cours. Donc, ça nécessite un petit temps de latence. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire là après le webinaire. Et puis, dans 2 jours, comme ça, vous recevrez un mail qui confirmera votre inscription, le paramétrage de votre mot de passe. Et après, bah, vous y aurez accès jusqu'à la fin de l'année sans aucun souci. Je ne sais pas si tu vois, Jérôme, c'est exceptionnel comme ressource. Merci, incroyable, merci pour l'aide. Et oui, faut se rendre compte que c'était un gros travail fait dans le cadre d'Hercule 4.0. Et effectivement, c'est vraiment très précieux. Euh, On a testé cette ressource-là l'année dernière avec quelques étudiants de l'Université de Bordeaux, avec d'excellents résultats d'ailleurs en termes de notes obtenues. Donc voilà, même si on a finalisé ça cette année, c'est un module qu'on a déjà joué et qui a apporté toute satisfaction à ceux qui l'ont suivi. pour la durée qu'il faut consacrer pour sérieusement suivre ce module, on part sur quel volume d'heures en gros? Alors, sur un volume d'heures, on va dire que on est à peu près sur la préparation du module entretien pour suivre les ressources, on va être sur une session plutôt de 3 heures. Et pareil sur le module entretien. Par contre, ce qu'il faut surtout bien intégrer, c'est le travail que l'on vous demande en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ben voilà, je passe 2 fois 3 heures et je suis prêt pour le module épreuve et société et pour entretien. Nous, on vous apporte surtout des ressources, on vous apporte des guides méthodologiques, mais à un moment donné, par exemple, on va vous dire comment travailler votre projet professionnel. Je prends cet exemple-là, on va vous demander d'aller à des journées portes ouvertes, de contacter un ou deux anciens, de remplir la fiche métier, d'aller regarder le contenu des formations proposées par les écoles. Et c'est ça qui prend finalement le plus de temps. Nous, on vous donne les ressources, on vous donne la méthode, mais le fond du travail, c'est vous qui devez l'apporter et c'est ça qui fera la différence d'ailleurs le jour de l'entretien. Donc, question corollaire à cela, le volume de 3 heures conseillé est-il hebdomadaire? On vous a mis une sorte de rétro-planning parce que la culture générale, par exemple, eh bien ça, elle doit se faire tout au long des 3 mois. Après, on vous a mis une sorte de rétro-planning que vous aurez dans le cours qui vous dit, ben voilà, idéalement, il faut que j'ai rempli mon livret du candidat pour temps. Donc ça dépend beaucoup de la maturité de votre projet, de ce que vous faites déjà actuellement. Donc c'est difficile de donner des abacs. C'est pour ça qu'on a préféré, nous, vous donner un rétro-planning pour le découper en tâches à accomplir pour que vous puissiez vous recaler dans le temps. Voilà, donc on va plutôt dire les 15 premiers jours, vous allez suivre le contenu du cours, ensuite vous allez collecter les informations nécessaires, on vous donne un mois pour construire votre projet professionnel et le dernier mois, ça va surtout travailler vos techniques d'oral, vous entraîner, vous répéter, vous chronométrer, etc. Ok, merci Jérôme. Une autre question, je suis en L2 et je tenterai le concours en L3 l'année prochaine. J'ai Oui, alors oui, il peut s'inscrire l'information au même. module, bien Ouais. sûr. Il peut s'inscrire au module et plus tôt vous commencez, mieux c'est parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas je suis le module et de suite j'ai les éléments. Donc, ça nécessite un investissement de votre part, une maturité de votre projet. Donc, plus vite vous commencez et mieux c'est. Donc, nous, c'est pour ça qu'on l'ouvre, on l'ouvre complètement et qu'il n'y a pas l'obligation, si vous suivez ce module-là, de passer le concours en fin d'année, bien sûr. Ok.
Une autre question, est-il intéressant d'indiquer notre suivi de ce module lors de notre présentation au concours? Est-ce que ça marque des points ou pas? Non. Non, vous marquerez pas de points. Là où vous marquerez des points, par contre, c'est que vous aurez accompli les passages obligés qui font que vous arriverez le jour du module avec beaucoup plus de matière et donc vos réponses seront forcément plus pertinentes. Voilà. En général, nous, quand on fait les premières répétitions là avec les étudiants, ceux qui n'ont pas suivi le module, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec les étudiants. Le premier oral, en général, on a un écart sur l'épreuve d'entretien, en général, minimum de 5-6 points entre le début du travail et la fin du travail de préparation. Une autre question, est-ce nécessaire de se réinscrire à ce module quand on suit déjà le cours de préparation au concours agro optionnel à l'Université de Bordeaux? Ou est-ce nos C'est codes que l'on a c'est- déjà? c'est le même cours, c'est le même et c'est exactement le même cours. Donc non, il n'est pas nécessaire. Nous, à l'Université de Bordeaux, c'est les mêmes ressources que l'on a mis à disposition. Et sauf qu'en plus, on le joue, nous, avec quelques séances de présentiel. Mais non, donc pour ceux qui sont inscrits à l'Université de Bordeaux, il n'est pas utile de se réinscrire au cours. Vous aurez exactement les mêmes ressources. C'est juste que là, on a changé de plateforme pédagogique qui héberge le cours. Et donc, le visuel est un petit peu différent, mais ce sont exactement les mêmes ressources. Ok, merci Jérôme. Une autre question, avons-nous accès au module en illimité à partir de l'inscription? La réponse est oui. La réponse est oui, puisque dès que vous êtes inscrit, c'est un cours qui suit en mode asynchrone, c'est-à-dire au rythme de l'apprenant. Donc vous pouvez y passer 2 secondes par jour, comme 10 heures par jour. Il n'y a pas d'accès limité en temps, hein. Vous avez compris, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner et de vous aider, et de vous faciliter en fait cette étape de préparation au concours qu'on sait qui est pas évidente à faire. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être aidant par rapport à votre préparation. Donc, bien évidemment, nous n'avons mis aucune limite. Maintenant, on va passer sur la séquence de témoignages d'étudiants et d'alumni. Donc, on a la chance d'avoir 3 étudiants et 2 alumni. Euh, mais sans plus attendre, ben, on va passer par la présentation de Morgane. Morgane, je t'invite à partager ta caméra. Super. Et les présentations, elles vont toujours à peu près être sur le même mode, hein. C'est pourquoi chacun des étudiants Wallonie a voulu devenir ingénieur agro. Et le plus simple, c'est de vous laisser témoigner. Je partage ta photo et je te laisse te présenter, Morgane. Alors bonjour à tous, je m'appelle Morgane, je suis étudiante en deuxième année du coup d'école d'ingénieur à Bordeaux Sciences Agro. Alors tout d'abord, comment je suis arrivée en école d'ingé et pourquoi j'ai voulu faire une école d'ingé? Alors comme la plupart, je dirais la grosse majorité, des premières années quand on arrive à l'école, il y a beaucoup, voilà, de déçus de véto. Donc moi je suis partie en licence, dans mon premier objectif de faire vétérinaire. Donc j'ai fait une licence de biologie-chimie au début et je me suis orientée vers un cursus avec une préparation au concours donc intégrée à l'université de Montpellier et j'ai tenté donc, les concours agro et véto. J'ai pas été prise en véto et j'ai pas voulu retenter parce que ça me plaisait plus vraiment et donc je suis partie en école d'ingé. Je connaissais pas du tout avant de faire les concours, voilà. J'ai aussi, pesé un peu le pour et le contre entre, une école d'ingé et continuer en master, là où j'étais et donc ce qui a pesé un petit peu plus dans la balance, c'est qu'en école d'ingé, on sort quand même avec, le même niveau d'études qu'un master, donc un bac+5. Mais on a quand même un Erasmus en poche, on a le TOEIC qui est quand même reconnu dans le monde du travail, et puis une expérience qui n'est pas la même dans une école d'ingé que dans une licence. Alors justement, sur ma photo, je voulais vous parler aussi de la vie étudiante et du campus sur une école d'ingé. C'est ce qui m'a aussi fait venir dans une école d'ingé et pas dans un master. Donc cette photo, ça représente l'association sportive de l'école, dont laquelle j'étais présidente l'année dernière. Alors, particulièrement Bordeaux, mais les autres écoles aussi ont toutes, du sport intégré au cursus et voilà, je suis une grande sportive et j'adore le sport donc je me suis pas mal retrouvée là-dedans. La vie étudiante est aussi géniale, on a beaucoup, voilà, on a des soirées, on vit quand même tous en communauté parce qu'on loge sur le campus donc ça, c'est un gros avantage pour s'intégrer. Donc je dirais que la vie étudiante a un gros point positif, notamment à Bordeaux parce qu'on connaît que Bordeaux pour le moment. Du coup, là, je suis en deuxième année.
L'année prochaine, je passe en troisième année d'école d'ingénieur en spécialité agrotique, donc c'est en spécialité numérique. Et j'aimerais faire une alternance. Donc ça, c'est ce qui est aussi bien en école d'ingénieur, c'est qu'on peut rentrer en initiale, donc en étudiant, comme en concours B, en fait, on ne peut pas rentrer directement avec une entreprise. Et ensuite, on peut décider de changer de cursus et du coup de partir en alternance. Donc c'est ce que je souhaite faire l'année prochaine. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous voulez plusieurs écoles d'ingénieurs, l'avantage, c'est qu'en fonction des spécialités, vous pouvez aussi faire votre cursus, une partie du cursus dans une autre école. Nous, par exemple, bah, avec Bilal, on est en spécialité agrotique, donc numérique et technologie pour l'agriculture, et on va faire notre rentrée prochaine à Montpellier. Pareil, il y a plein d'autres spécialités où on doit partir, et ça, c'est assez cool aussi, comme ça, on découvre d'autres écoles. Ensuite, est-ce que j'aurais un métier en tête pour le moment? Non, j'en ai pas. Moi, j'aimerais bien sortir, alors c'est un petit peu paradoxal, mais j'aimerais bien sortir, de l'agronomie parce que j'adore, les sciences, plus pures, la biologie, donc j'aimerais me tourner, vers le numérique au service de la biologie. Voilà, donc je recherche des stages, dedans. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Super, merci Morgane. Je vois qu'il y a déjà une question. On peut la prendre directement. C'est comment tu as choisi ta spécialité et qu'est-ce qui t'a permis de savoir ce que tu veux faire? Donc, même si tu as dit que pour l'instant tu voulais sortir de l'aspect vraiment agro, est-ce que tu voilà, répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors la spécialité, honnêtement, je ne le savais pas, 3 semaines avant de choisir mes spécialités. Ça me plaisait pas vraiment, en fait, la première année en agro parce que c'est quand même très, très général et quand on sort d'une licence où on a quand même des matières bien spécifiques, moi, je me suis un petit peu perdue la première année, parce qu'en fait, on survole beaucoup de choses sans rentrer vraiment dans le concret et donc ben, je savais pas trop quoi prendre comme spécialité et donc j'ai pris cette spécialité numérique plus, c'est pas par défaut parce que cette spécialité, elle est géniale. Enfin, moi, je la trouve trop bien parce qu'en fait, ça met un peu une double casquette. On est à la fois, on a à la fois les connaissances agronomiques et à la fois, ça rajoute des connaissances, plus techniques et numériques et pour moi, je trouvais que c'était quand même un métier d'avenir, le numérique, surtout dans l'agriculture. Donc je l'ai voulu m'ouvrir plus de portes en choisissant cette spécialité que m'enfermer parce que je savais pas ce que je voulais vraiment faire. Donc voilà, je me suis dit: «Le numérique, ça peut coller à tous les domaines et on peut en faire, vraiment partout». Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi cette spécialité. Merci. Une autre question, pourquoi veux-tu faire une alternance? Hem, Parce que, bah, ça revient à la même question vu que je sais pas vraiment dans quel domaine je veux aller ensuite. J'aimerais avoir une expérience déjà professionnelle avant, qui me permettra de voir, si oui ou non ce secteur me plaît, si je continue dedans ou pas, voilà. Et puis j'aime bien aussi, j'ai beaucoup travaillé à côté de mes études et j'aurais envie vraiment de rentrer vraiment dans le concret, d'appliquer mes études vraiment au milieu professionnel. Et si tu avais un conseil à transmettre à Anita pour comment tu as vécu le concours licence, qu'est-ce que tu pourrais transmettre? Alors le concours en licence, mais moi du coup j'ai préparé les 2 concours donc bah, après c'est quand même assez similaire, vétérinaire et agro. Hem Si je peux donner un conseil, c'est se renseigner sur les écoles. Moi, je sais que j'ai été un petit peu, mis devant le fait accompli devant les jurys quand ils me demandaient: «Pourquoi cette école-là? Pourquoi cette spécialité-là?» J'étais pas tellement renseignée. Se renseigner aussi beaucoup, sur l'épreuve de sciences et société. Écouter encore plus de podcasts, se renseigner, lire beaucoup plus d'articles parce qu'en fait, on peut tomber sur des sujets qu'on n'a pas du tout vus. Donc voilà, cette préparation, elle est hyper importante et puis surtout ce qui pour moi est important, c'est, le dossier. Avoir, un super dossier, c'est-à-dire pas forcément des excellentes notes, mais montrer que, on est un petit peu pluridisciplinaire, que vous faites plusieurs choses à côté, que vous faites du sport, que vous avez des jobs étudiants, il faut le mettre en valeur et je trouve que ça, c'est valorisant. Super, merci beaucoup Morgane. Il y a plein d'autres questions, mais ça me fait des transitions avec les intervenants qui vont arriver juste après. On garde toujours une petite 5-10 minutes à la fin de toutes les interventions pour reboucler, parce que ces questions, elles peuvent s'appliquer un peu à tout le monde. Alors, c'est pour ça, sur la question, sur l'occasion de faire des mois obligatoires à l'étranger ou pas, la question des césures, et là, je vais passer la parole à Sarah. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, parfaitement.
Et encore une fois, j'ai partagé ta photo, mais je te laisse te présenter aussi, Sarah. Super. Alors, ok. Alors, du coup, moi, c'est Sarah. Je suis en troisième et dernière année d'école d'ingénieur à l'ENSAIA, donc à Nancy. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu mon expérience et pourquoi j'ai fait l'école d'ingé, mais surtout mon expérience, parce que moi, j'ai fait une césure, enfin, j'ai eu l'opportunité de faire une césure. Euh, donc voilà, déjà pourquoi Nancy, pourquoi l'ENSAIA? Bon, de base, moi j'étais du coin et donc je me suis un petit peu plus renseignée sur les écoles qui étaient possibles et présentes. Et donc, eh ben, il y a des spé qui m'ont beaucoup intéressée et par rapport au master, les débouchés étaient un petit peu plus intéressants. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une école d'agro. Voilà, voilà. Mais il y avait autre chose qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était partir à l'étranger, qui est donc obligatoire quand on fait une école d'agroalimentaire. Donc moi, j'ai pu faire une césure durant laquelle je suis partie en Irlande et j'ai pu faire aussi un stage. Donc mon but durant cette césure, c'était vraiment de faire un stage dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire la formulation. Donc moi, je suis plutôt orientée en industrie alimentaire et plus particulièrement en formulation, c'était l'aspect que j'avais en tête depuis le début et dans laquelle je suis actuellement. Mais il y a aussi d'autres spécialités, enfin d'autres spécialisations. Il y a biotechnologie, il y en a pas mal en agro, mais il y en a aussi pas mal en industrie alimentaire. Donc voilà, c'est assez chouette, ça regroupe un grand panel. Donc voilà, durant ma césure, moi j'ai pu faire un stage sur des boissons. Voilà, c'était formuler des boissons avec des ingrédients fonctionnels. Et pour la partie à l'étranger, j'ai fait jeune fille au pair. Donc en gros, on vit dans la famille et on aide pour s'occuper des enfants, de la maison, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, ça apprend finalement beaucoup à être en autonomie. Ça m'a permis de faire des voyages, de rencontrer des personnes super intéressantes et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Euh, voilà, voilà, je pense que les voyages à nos âges sont très intéressants parce que ça nous permet de grandir, de découvrir un petit peu plus sur soi, de voyager, voilà, d'en prendre plein les yeux. Franchement, c'est super chouette. C'est un truc que je recommande vivement. Je sais que moi, cette année, à l'ENSAIA, c'est en train de changer. C'est-à-dire que je pense que les césures seront toujours présentes, mais jusqu'ici, on devait faire 3 mois à l'étranger obligatoire en dehors de la césure. Enfin, c'est-à-dire que si on ne fait pas de césure, on doit quand même faire 3 mois. Et à partir de maintenant, je crois que c'est 5 mois et je pense que c'est un Erasmus qui est obligatoire. Mais voilà, ça, il faut se renseigner sur les sites des écoles respectives. Euh, donc voilà, ça m'a permis aussi, comme le disait Morgane juste avant, ben, de parfaire mon anglais. Parce que on nous demande d'avoir le TOEIC. À l'ENSAIA, je sais qu'on nous demande d'avoir une deuxième langue aussi, dans un niveau un peu moins important, mais voilà, c'est quand même aussi quelque chose. Et enfin, je voulais aussi vous parler des associations et des événements étudiants, parce que c'est mine de rien une grande partie bah, de la vie à l'école. Donc là, on peut voir sur les deux photos du dessous, celle à gauche, c'est les interagros, donc c'est euh, une réunion de toutes les écoles d'agro de France. Dans certaines villes, ça change tous les ans. Euh, et voilà, souvent on fait du sport, il y a des soirées, enfin voilà, c'est quelques jours et franchement, c'est une expérience super chouette. Après, bien évidemment, il y a d'autres associations. Par exemple, moi, j'ai pu faire partie de l'association, j'étais présidente de l'association de photographie. Donc là, c'était pour photographier tous les événements, les soirées, les événements sportifs, les événements académiques, tout ça, tout ça. C'était très constructif parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir euh, une vue sur bah, une association, qu'est-ce que c'est, comment ça marche un contrat, etc. En fait, ça nous met devant le fait accompli. Et donc, on peut beaucoup en tirer, mine de rien, je pense, pour appliquer et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors je suis en formulation alimentaire, mais là, je vais me diriger un petit peu plus vers la cosmétique. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut faire bah, pas mal de choses, mine de rien. On n'est pas obligé de rester dans le même secteur. Ça nous ouvre les portes de pas mal de domaines et les compétences sont facilement transférables. Donc voilà, après, il faut quand même travailler, hein, mais c'est transférable.
Donc voilà, globalement, je trouve qu'on est formé à s'organiser, s'adapter. Il y a beaucoup de vie sociale et d'expériences uniques qui sont vraiment chouettes. Et je pense que en sortant d'école, on a tous vécu plusieurs expériences comme ça. Voilà, je vous ai laissé mon email en bas à gauche si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas, après le webinaire ou quoi, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Je vois quelques questions auxquelles tu peux répondre. Est-ce qu'il y a des aides pour partir à l'étranger? Peut-être Alors, Pierre. ouais, selon les projets, il y a des aides. Je sais que nous, dans le Grand Est, il y a des aides de la région. Après, ça dépend vraiment du projet. C'est-à-dire que si c'est un projet de stage ou un Erasmus, il y a des aides. Il y a même des aides au niveau national. Oui. Euh, et par exemple, moi, pour mon projet en Irlande, malheureusement, j'ai pas pu avoir d'aide. Après, moi, j'avais réussi à économiser avec mon stage et j'ai été payée un petit peu en Irlande, donc j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que enfin, ça peut ne pas être facile par rapport à ça. Mais si votre projet est bien monté, que vous vous renseignez avant, normalement, il y a quand même des aides qui sont possibles. Et donc, bah, c'est toujours utile, quoi. Sabine? Julien, ce qu'on peut Ouais. peut-être préciser, mais peut-être que tout à l'heure la directrice des études le dira, c'est qu'effectivement la mobilité étudiante d'un semestre, elle est obligatoire dans toutes les écoles d'ingénieurs de France. C'est une particularité qu'on a, c'est un semestre. Et c'est un peu moins quand on est en apprentissage, mais c'est une mobilité obligatoire. Qu'effectivement, comme l'a dit Sarah, il y a des aides. Alors, Erasmus pour les mobilités en particulier académiques, mais pas que. Et il peut y avoir aussi des compléments au niveau des régions. Voilà. Donc ça dépend des régions, mais voilà. En tout cas, ça, une fois que vous intégrez, on vous donne toutes les informations pour accompagner votre mobilité. En revanche, c'est vrai que pour la césure, ça peut être plus compliqué. Il n'y a pas forcément de système d'aide spécifique. Mais sur la mobilité, en particulier académique, il y a en général pas de problème pour avoir un soutien. Ça ne couvre pas tous les frais, bien entendu, hein, il faut quand même le dire. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. On verra à la fin pour reprendre peut-être des questions un peu d'ordre générique. Et on va passer la parole à Bilal. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Bilal. Je suis actuellement étudiant à Bordeaux Sciences Agro, comme Morgane. Donc, maintenant apprenti, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça a été une réorientation. Je n'étais pas prédestiné à travailler dans le domaine du végétal. De base, moi, je suis parti en PACES parce que je voulais bosser dans le médical. Donc, ça s'est pas fait. Comme la majorité des étudiants, je suis parti en licence de biologie. Et c'est au cours de ma licence que j'ai développé un intérêt pour le domaine du végétal, de la transition agroécologique et tout ce qui s'ensuit. Et donc, j'ai intégré une prépa au sein de la faculté. Donc, c'était à Toulouse. Et j'ai eu des cours du soir avec une enseignante-chercheur. Donc, on était un petit groupe d'une vingtaine d'élèves. Et c'est là où j'ai pu voir toutes les problématiques qu'il y avait autour de l'agriculture, les divers domaines qu'on peut explorer. Il y a l'agroalimentaire. Enfin, c'est très large. Et à partir de là, j'ai passé le concours B. Donc, c'était en licence 3. Donc moi, je voulais Bordeaux Sciences Agro parce que j'étais intéressé par la filière agrotique, donc numérique pour l'agriculture, parce que j'avais quand même un intérêt pour le domaine du numérique. Et donc, je suis rentré en tant qu'étudiant initial, donc en première année. Et ensuite, j'ai voulu rejoindre du coup le monde professionnel. Et j'ai demandé à être apprenti, donc alternant dès la deuxième année. Donc ça peut se faire. On peut être apprenti dès la deuxième année et pas attendre l'alternance en dernière année. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe commerciale de Syngenta, donc qui est une boîte internationale qui est actuellement leader mondial dans les produits phytopharmaceutiques. Et ils sont troisième en production de semences. Et j'occupe un poste de data analyst. Donc, je traite et saisis les données agronomiques des semences grandes cultures sur toute la France. Et donc, je mets en valeur les données pour les commerciaux. Et donc, ça m'a beaucoup apporté cette expérience parce que ce que j'ai appris en fait en première année à l'école d'ingé, ça m'a beaucoup aidé. Il faut savoir que l'école d'ingé en première année, c'est un tronc commun. Donc, on n'est pas perdu. En licence, on a des bagages. Il ne faut pas se dire que c'est pas parce qu'on vient d'une prépa qu'on va avoir des retards dans certaines matières.
Non, au contraire, il y a certaines matières où les licences de bio avaient plus de facilité, notamment en biotech. Et, euh, et donc, j'ai pu voir ça en entreprise et ça m'a permis de couper avec le rythme d'un étudiant. Et, euh, et donc, voilà, pour ma présentation, si vous avez des questions. Ouais, merci Bilal. Et du coup, par rapport à l'alternance que tu fais, ça va tu penses rester un peu chez Syngenta par la suite? Comment ça se passe? Ouais, mais il y a un projet, donc c'est du coup d'intégrer l'équipe commerciale. Ils n'ont pas de data analyst pour analyser leurs données. Ils ont embauché des consultants, mais là, ils veulent prendre un agrotique parce que on a une double casquette. On a des connaissances dans le monde agro, mais aussi le monde du numérique. Et ça qui est intéressant, j'ai oublié de le dire, c'est que en école d'ingé, en dernière année, si vous voulez analyser des bilans comptables, vous pouvez faire la spécialité, par exemple, agrofinance banque, proposée par Bordeaux. Enfin, il y a plein de choix possibles, enfin, qui vous permettent de bosser dans divers domaines et avoir surtout une double casquette, avoir des compétences dans deux domaines. Et c'est très demandé actuellement dans le monde professionnel. Alors, une question pour toi, Bilal. Est-ce que les jurys ont posé des questions au sujet de ta PACES pendant l'entretien? Oui, ah oui, elles me dire oui, si du coup ça m'avait apporté un plus, si j'ai su rebondir. Et donc, ouais, je m'étais préparé à ces questions. Et bien évidemment, Et qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de ton passage en PACES? avec, du coup, la méthodologie, hein, l'assiduité au niveau du travail, qui a permis de bien réussir ma licence. Et après, j'avais quand même des connaissances que j'ai pu développer en PACES au niveau de la biologie, donc toutes les matières liées à la biosanté qui m'ont un peu aidé sur les matières liées au domaine du végétal, que ça se relie un peu quand même. Pour appuyer ce que tu dis, Bilal, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux questions que je vois aussi, ingénieur agro, c'est pas un métier, c'est une formation. Et comme tu le disais au début, en fait, c'est qu'à un moment, euh, tu parlais de la banque ou là tu parlais de la sélection végétale. Ouais, C'est des secteurs dans lesquels on peut évoluer. Et c'est ça qui est très, très riche en termes de parcours professionnel après pour les ingé agro. Ouais. ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup Bilal. Pareil, on verra s'il y a d'autres questions qui reviennent pour avoir un petit temps commun avec les autres intervenants. Donc là, on a fini la partie avec les étudiantes et les étudiants. Et je vais passer la parole à Leïla, qui peut mettre sa caméra. Et en plus, donc Leïla qui est au Pérou. Je vais te laisser te présenter aussi. Leïla, je vais passer directement la suite de la présentation. Et à toi, Leïla. Bonjour à tous, enfin bonsoir pour vous. Du coup, oui, je suis un peu de l'autre côté du monde, donc j'espère que la connexion Internet ne nous jouera pas des tours. Moi, j'ai quitté l'école en 2020, du coup, donc pas la meilleure année pour finir, et je suis rentrée à l'école en 2016. Et j'aimerais vous partager un petit peu du coup le cheminement qui s'est passé pour moi, qui avait beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées, et puis comment ça m'a guidée jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, à la base, je suis rentrée en CUPGE parce que, donc moi, je passais par une CUPGE, donc qui est la prépa liée à la fac, parce que je voulais faire paysagiste. Donc j'étais rentrée, je savais déjà quelle école je voulais faire, etc. Et en fait, au fur et à mesure des cours de licence, notamment, j'ai adoré la partie écologie, notamment. J'ai adoré ce qui était sciences et société. C'est arrivé un peu après, mais sciences et société, j'ai eu des profs géniaux. Et j'ai commencé à me diriger un peu vers la partie agroécologie, qui commençait à vraiment beaucoup, beaucoup m'intéresser. Mais j'ai toujours eu un peu un penchant aussi pour la partie gastronomie. Enfin, je viens d'une famille mélange sud-ouest Italie, donc autant vous dire qu'on mange bien chez nous et on boit bien. Donc je m'étais dit peut-être l'œnologie. Après, j'avais l'idée de je vais révolutionner le monde de la viticulture avec l'agroécologie. Bref, plein d'idées à cet âge-là. Et la première année, j'ai raté mon concours. Donc moi, à l'époque, c'était d'abord en 2 ans, c'était en L2 qu'on le passait. Et après, du coup, je suis passée pile au moment de la réforme. Donc après, on repassait pour la L3, c'était normal. Et je l'ai vu comme une super opportunité parce qu'en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais en train de me dire les masters ont l'air cool aussi. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué pour moi de savoir ce que je voulais faire. Donc, au final, très bonne opportunité. Et au deuxième concours, j'ai eu la chance d'être très bien classée.
et du coup de pouvoir faire l'école que je voulais. Donc moi, je voulais absolument Montpellier parce que c'est ce qui rassemblait le plus d'options qui me plaisaient dans la panoplie de choses que j'avais envie de faire. J'avais trop d'idées en tête et du coup, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça. C'est bien, je pense, d'avoir des plans B parce qu'en fait, on change au niveau des cours. Et moi, j'ai pu aller entre les cours de licence et les cours à l'école en affinant en fait pas tant ce que je voulais faire, mais ce que je voulais pas faire. Donc, j'allais en écartant un petit peu toutes les options qui au final que j'idéalisais et qui, au final, quand je voyais les cours ou que je discutais avec des gens, euh, bon, c'était moins tentant que ce que ça paraissait. Et puis, on a la chance aussi qu'en première année d'école, dans la plupart des écoles, je pense même toutes, c'est quand même assez général. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais participer à tous les cours à 100%, comme si c'était potentiellement ce que j'allais faire. Et puis, ça m'a permis de grappiller un peu des infos et de savoir ce que je voulais faire ou pas. Et puis, on a la chance de faire pas mal de stages pendant l'école, plus ou moins obligatoires. Même en licence, d'ailleurs, on a eu l'opportunité d'en faire. Et moi, j'en ai toujours fait dans la viticulture. Donc, même pendant l'école, je savais que je voulais plus faire Viti parce que ça m'enfermait trop par rapport à mon projet qui était encore trop large dans ma tête. Mais j'ai fait tous mes stages en viticulture parce que ça recoupait en fait plusieurs aspects d'agroécologie. J'ai travaillé dans la biodynamie, j'ai travaillé euh, dans des, dans des AOC. Ça m'a permis de recouper beaucoup de données qui me plaisaient. Et puis, petit à petit, du coup, je suis allée en me spécialisant. Pas tant en sachant exactement ce que je voulais faire, mais plutôt en sachant, OK, c'est quoi la meilleure voie qui pourrait me mener au plus grand éventail de choses qui me plaisent. Donc, je me suis spécialisée dans la partie plutôt agro-production, on va dire, agroécologie. Et puis, en dernière année, j'ai eu la chance de faire une spécialité parce que Montpellier, on a la partie développement, on va dire, pays du Sud. Enfin, on met beaucoup de mots derrière. Euh, et euh, et j'ai fait cette spécialité-là. Je me suis dit, allez, un rebond en plus. Et puis, comme ça, j'aurai des notions d'un peu partout, donc d'économie, de ressources, etc. Donc, je suis vraiment allée grappiller des informations un peu partout. Et j'ai eu la chance de faire 2 stages en césure. Donc, moi, la césure, je recommande à 100% pour ceux qui peuvent la faire. Un premier stage en R&D à Paris et un deuxième stage où je suis venue au Pérou parce qu'on avait l'obligation de partir à l'étranger et pour des raisons encore obscures personnelles, je ne suis pas partie en Erasmus. Gros regret entre guillemets, mais bon, j'ai rattrapé sur la césure. Et puis au pifomètre, le Pérou. Le Pérou, j'ai atterri en Amazonie, dans de la conservation. Et là, j'ai compris en fait ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était pas tant agroécologie, production, quelque chose comme ça. En fait, ce qui me plaisait, c'était la partie du lien entre la gastronomie euh, et la R&D et le lien avec les produits, en fait. Donc, j'ai eu la chance de comprendre à ce niveau-là qu'est-ce qui me plaisait. Et j'ai eu l'opportunité, pour des raisons personnelles, de revenir au Pérou quand les frontières se sont réouvertes en 2021. Et il y avait un poste dans une entreprise française qui m'a proposé un contrat en VIE. Donc, plus en avant dans votre parcours, renseignez-vous sur ce que le VIE, donc le volontariat international en entreprise, parce que c'est des contrats qui sont super intéressants quand on est jeune diplômé. Alors, il y a les services civiques, il y a plein d'autres modules, mais qui permettent, enfin, plein d'autres formats qui permettent de se développer, de commencer à avoir des expériences. Et la césure est aussi une très bonne opportunité pour ça. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je suis, un grand mot, coordinatrice dans une entreprise qui fait du cacao en agroforesterie. Donc, ça relie tout ce que j'aime, entre guillemets, une partie gastronomie, une partie R&D, beaucoup de R&D, et une partie je suis dehors. Alors, pas actuellement, mais j'ai la chance d'aller sur le terrain très souvent, toutes les semaines. Euh,
et j'ai un poste qui n'est absolument pas ce que je pouvais penser faire un jour, c'est-à-dire que j'ai un poste où je fais de tout. Je fais de la communication, je fais de la de la partie commerciale, je fais de la qualité et de la R&D, je fais du management, j'organise les équipes à ce niveau-là, je fais des suivis de chantier quand on a des constructions, je fais des formations. Là, si vous pouvez voir sur la photo, par exemple, je prends plusieurs fois par an les enfants de l'école de la communauté native qui est à côté de chez nous, dont les parents, certains travaillent avec nous. Et puis, je leur fais des cours sur ce dont ils ont envie. Je leur fais déguster du cacao. J'ai appris à déguster le cacao. Donc, je suis maintenant, alors, je ne sais pas comment dire en français, catadora. Euh, je rencontre des clients très souvent. On fait des salons internationaux. Enfin, on fait beaucoup de choses. Et du coup, parce que je pense qu'il faut que je finisse, du coup, si je pouvais juste vous donner 2, 3 petites recommandations, c'est juste, vous ne ferez pas de mauvais choix. Parce que l'agronomie, c'est pas un métier, c'est juste super ample et on nous apprend la débrouille. Donc, on nous apprend juste à être ingénieur. Et ensuite, c'est à nous de prendre toutes ces compétences et d'en faire le métier qu'on veut. Et il y a plein de spécialités. Profitez de l'école aussi, parce que c'est un super moment. Et partez confiant pour les concours, dans le sens où partez avec ce que vous savez faire. Commencez par ce que vous savez faire. Préparez bien vos entretiens. Vous ne mettez pas de bâton dans les roues tout seul. Vous mettez de la bonne musique avant de rentrer. Et puis ça va le faire. Ça va le faire, donc pas d'inquiétude. Si ça ne fait pas maintenant, ça le fera plus tard. Et puis prévoyez un plan B, type un master qui peut vous plaire, parce que ça vous évite de vous stresser trop pour quelque chose qui, au final, on finit toujours par recouper les chemins qu'on veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup, Leïla, pour ta présentation. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et on va terminer ce tour de piste alumni étudiant avec ben, Aurélie Detry. Et Aurélie, pareil, je vais partager ta photo et je vais te laisser te présenter. Très bien, merci. Bonjour à tous, du coup, je me présente, je suis Aurélie Detry. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, c'est pas une photo, c'est une image. Et en fait, cette image, elle a pour but d'illustrer en fait la polyvalence du métier d'ingénieur agroalimentaire. Je vais y venir juste après par rapport à mon parcours, mais pour commencer déjà, ce qu'il est de mon parcours, on va dire, des études. J'ai fait une première licence, moi, en biochimie, chimie biopharma pendant 3 ans. Et finalement, quand je suis arrivée à la 3e année, on m'a demandé de choisir en fait un master ou enfin savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis finalement pas retrouvée dans ce domaine de chimie biopharma. Et c'est là où j'ai voulu en fait finalement passer le concours vétérinaire. Mais pour ça, je voulais en fait quand même avoir un bagage assez important pour pouvoir le passer. Et c'est pour ça que je me suis réorientée finalement dans une licence, c'était une licence SVT et c'était avec un parcours CUPGE, donc à la faculté d'Aix-Marseille à Saint-Charles. Donc moi, ma licence, cette 2e licence, je l'ai fait finalement en 2 ans. Parce qu'avec mon tronc enfin avec la première licence que j'avais, j'ai pu, directement passer en 2e année et le faire que sur 2 ans. Et au bout de ces 2 années, j'ai passé donc le concours vétérinaire, mais en fait, comme l'expliquait Leïla, c'est vrai que c'est bien d'avoir, on va dire, un plan B. Et mon plan B finalement, c'était, de passer également le concours, ingénieur, c'était agronomie et agroalimentaire. Et mais bon, j'avais quand même pour principal but, c'était le concours véto. J'ai passé les 2 concours et finalement, j'avais, été acceptée en fait pour le concours véto à l'écrit et c'est au niveau de l'oral où j'ai pas, obtenu la note nécessaire pour pouvoir, passer en école, véto. Donc du coup, mon plan B, était donc les écoles agroalimentaires. Et c'est là où finalement, une fois que j'ai été admissible au concours, je suis rentrée à Oniris, donc une école d'ingénieurs agroalimentaires qui est située à Nantes. Et pourquoi cette école? En fait, je m'étais dit: «Bon, ben, l'agroalimentaire, je connais pas, enfin pas plus que ça finalement, c'était pas cette voie-là que j'avais choisie». Excusez-moi, je suis malade en même temps.
C'était pas cette voie-là que j'avais choisie, donc je m'étais dit: «Bon, bah, je vais aller à Oniris, comme ça, au moins, à la deuxième année, je pourrais rattraper, on va dire, le cursus que j'avais fait, lors de ma première licence, qui était de la biotech». Donc ça se recoupait un petit peu et finalement, en fait, quand je suis rentrée à l'école, Oniris, on a une première année qui est plutôt axée sur, de l'agroalimentaire. C'est vraiment en deuxième année où on fait le choix de soit rester en agroalimentaire, soit de partir en biotech et en fait, finalement, c'est en fait avec mon stage de première année où finalement l'agroalimentaire a commencé à bien me plaire. C'était un stage, c'est ça, opérateur, d'1 mois et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait. J'ai poursuivi finalement mes études, mes 3 années en agroalimentaire. J'ai fait mes différents stages, donc ça, c'est vraiment une grosse opportunité aussi, de faire des stages. Ça permet de mettre, vraiment en pratique ce qu'on apprend à l'école et comme l'évoquait Leïla, c'est vrai que, c'est vraiment, de se faire la main en fait sur les connaissances qui nous fait acquérir l'école, à ce niveau-là. Vraiment, en fait, on nous apprend à devenir ingénieur et c'est là où j'en viens à ma polyvalence. C'est finalement, en fait, un ingénieur, c'est quoi? C'est d'être polyvalent, c'est d'être, adaptable, en fait, selon les situations et l'école nous apprend, en fait, finalement à le devenir, en fait, avec les différents stages et les différents modules et cours qu'on peut avoir. Et finalement, je suis rendue à, bah, je finis mes 3 années d'école d'ingé et après mon école d'ingé, j'ai décidé en fait de partir, en tant que chef de projet R&D, dans une entreprise, agroalimentaire qui faisait, de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, traiteur, en Alsace, donc de l'autre côté de la France. J'ai fait ça pendant 2 années et donc le métier me plaisait vraiment au cours de mes 2 années, la R&D, c'était vraiment quelque chose qui était assez satisfaisant parce qu'en fait, finalement, les, mmh, les produits qu'on développait, on les retrouvait en magasin et c'est vraiment une satisfaction, à ce niveau-là. Mais par contre, dans le métier d'R&D, ce qui me manquait un petit peu, c'était, le volet, plus salarié. On considère beaucoup le produit, enfin, on travaille beaucoup autour du produit et du process, mais ce qui me manquait, c'était vraiment l'aspect, bien-être salarial et la prise, en considération du salarié, de la personne qui produit, en fait, nos produits et au bout de 2 ans, j'ai décidé donc de quitter mon CDI pour, repartir sur Nantes et maintenant je suis donc, coordinatrice également comme Aïda, mais sur un programme, qui s'appelle, AIF pour accueil, intégration et formation et en fait, ce programme est destiné pour les nouveaux collaborateurs, mais également, pour les montées en compétences au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille qui s'appelle l'AITA et c'est là aussi où ça met vraiment en lumière, ben, notre côté polyvalent, notre côté à s'adapter en fait. On peut très bien être en R&D qu'en qualité. Là, je suis passée sur un volet plus développement RH alors que j'avais pas du tout, je m'étais pas du tout prédestinée à ça. Là, sachant que c'est un CDD donc bah, c'est un CDD de 18 mois donc après peut-être que je partirai sur un autre domaine. Enfin, voilà, ça nous ouvre vraiment, un grand champ des possibles, quoi, heu, sur, heu, sur cette formation et voilà pour ma partie. Bien, un grand merci, Aurélie. Ces témoignages illustrent la capacité, qu'ont les élèves ingénieurs en sortant d'école à, bah, à travailler un peu dans tous les domaines. Je trouve ça vraiment, et partout dans le monde, c'est ça qu'il faut retenir. Je regarde s'il y a des questions un peu spécifiques pour Aurélie, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le concours, donc ça tombe bien, on a la chance d'avoir, Stéphane Le Brigand avec nous ce soir. Et tac, 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 je pense que, il y a pas de questions, typiques pour Aurélie, mais en tout cas, si après vous, en tant qu'intervenant, alumni ou étudiant, vous voulez répondre, dans questions-réponses, vous pouvez aussi rajouter votre réponse si vous voulez. C'est Et pour bien. tenir Peut-être oui, pour aller dans le sens de ce que nos deux alumni et d'ailleurs les élèves aussi ont montré, c'est qu'effectivement, on est sur le diplôme d'ingénieur agronome qui est un diplôme
d'ingénieurs très généralistes qui mixent donc qui est un diplôme de sciences agronomiques, et les sciences agronomiques, c'est vraiment un champ très large de sciences qu'on va dire dures et de sciences plus sciences humaines et sociales. Donc, c'est aussi ça qui fait la spécificité. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une formation très ouverte, très polyvalente, ça a été dit. Il y a un grand nombre de spécialisations dans chacune des écoles d'ingénieurs. Certains les appellent spécialités, d'autres majeurs, mineurs, etc. Mais donc, dans tout le champ de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, même on l'a vu dans le domaine des technologies de l'information économique et des communications, dans le domaine bancaire, etc. Donc, vraiment, c'est très large. Dans le domaine de la forêt aussi, pour certaines de nos écoles, c'est très large. Et donc, pour les élèves les jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire demain, c'est vraiment une formation qui est adaptée et pour laquelle vous allez, du coup, au cours de votre formation, mais ensuite, même après, à la fois mûrir votre projet professionnel, mais aussi vous réorienter et changer de voie si au bout de quelques années, voilà, vous avez envie de changer. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de ce qui fait le dénominateur commun de toutes nos écoles. Donc je pense que c'était important de le dire et c'est ce que reflète, je crois, les témoignages tant des élèves que des alumni. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que ça a une ligne serrée, mais je pense que c'était important de le redire. Merci beaucoup, Sabine, pour ces éléments voilà, qui complémentent et qui illustrent un peu voilà, ce qui se passe après aussi dans les différentes écoles d'agro membres de l'Alliance Agrium. Stéphane, je vais te passer la parole et puis je vais dérouler aussi ton PowerPoint. Tu me dis comment je dois avancer. Et là, je passe la première slide. Je te laisse Merci te beaucoup, présenter aussi. Julien. Stéphane. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner quelques éléments sur le concours, mais j'imagine bien, en voyant les questions qu'on a reçues, que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits à la session 2025. Mais pour commencer, je vais vous simplement en faire un petit rappel des conditions d'éligibilité pour la voie licence. Donc, la voie licence est ouverte aux candidats en cours de L2, en cours de L3 ou titulaires du diplôme. Vous avez la liste ou en licence professionnelle, donc en cours de licence pro ou titulaire du diplôme de licence pro. Vous avez à l'écran l'ensemble des mentions de licence et de licence professionnelle éligibles. Donc vous voyez que c'est très varié et on a en plus une petite précision, c'est que le profil le plus courant sur le concours, hein, je pense qu'on est sur pour l'instant sur du 80%, c'est la licence sciences de la vie. Mais tout le monde a sa chance, peu importe de quel cursus on vient. Vous avez dans certaines universités, ça a déjà été dit, une préparation qui se fait à partir de la deuxième ou à partir de la troisième année de licence sciences de la vie. Et vous trouverez cette liste sur le site du service des concours Agroveto, dont j'ai probablement déjà mis le lien, mais que je vais remettre. Donc dans la partie « Je cherche des informations pour devenir ingénieur dans les sciences du vivant et de l'environnement ». Et là, vous aurez la liste des différentes universités, donc il y en a quasiment dans toutes les régions, hein. Voilà, alors si on poursuit, je vais vous donner aussi le nombre de places offertes par école. Alors ça, c'est le nombre de places offertes en 2025 sur la voie licence, mais a priori, on restera dans les mêmes proportions pour les sessions à venir, hein. Vous pourrez toujours le vérifier sur le site du SCAF. Donc, on a l'ENGES qui offre 3 places, l'ENSAT à Toulouse, 20 places, l'ENSAIA à Nancy, 7 places, Bordeaux Sciences Agro, 20 places, Oniris Cursus Alimentation, 12 places, VET AgroSup à Clermont-Ferrand, 17 places, l'Institut Agro, où il y a 2 spécialités, spécialité agronomie, 11 places, et spécialité stade, 5 places. Nous avons ensuite donc l'Institut Agro Rennes-Angers, spécialité agronomie, 20 places. L'Institut Agro Rennes-Angers en horticulture et paysage, 5 places. L'Institut Agro Dijon, spécialité agronomie, 9 places. Et Dijon en alimentation durable, agroalimentaire dit alimentation durable, 7 places. Et enfin, AgroParisTech avec 46 places, qui nous fait un total de 182 places offertes pour la session 2025, sachant qu'on a un nombre d'inscrits aux environs de 300 candidats. Donc cette année, on est à 300 piles. L'année dernière, on était à 318. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces candidats, vous avez un certain nombre de candidats qui sont inscrits à la fois à Agro et à Veto. C'est pour vous dire qu'il y a de la place sur cette voie.
Alors, si on poursuit, je vais faire un petit rappel des inscriptions. Alors, j'imagine bien qu'une grande partie d'entre vous est passée par ces étapes-là, mais ce webinaire sera mis à disposition des futurs candidats hein, pour les sessions à venir. Alors, généralement, les inscriptions se font via le site du service des concours entre le 10 décembre et le 10 janvier. Alors, je ne vais pas être plus précis que ça parce qu'il faudra se référer à la notice de la session suivante. Donc, généralement, c'est publié en novembre, juste avant l'ouverture des inscriptions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de candidats qui ratent le coche, donc il faut vraiment, dès le mois de novembre, essayer de. Enfin, généralement, c'est accessible fin novembre, mais pas rater le coche. Hein. Et éviter le dernier jour, parce que des fois, on a voilà, on a une grosse affluence et on ne sera pas en mesure d'accepter des candidats qui nous diraient bon, bah voilà, on n'a pas réussi, ou il y a eu un problème à Internet, ou quoi que ce soit. Donc, il faut toujours essayer de s'y prendre un peu à l'avance. Alors, au moment de l'inscription, donc sur le site du SCAF, donc espace concours, rubrique s'inscrire, juste après la rubrique se préparer, où vous aurez la notice, vous devrez créer un compte et l'identifiant et le mot de passe que vous allez définir vont vous être utiles pendant toute la durée de la session, autant donc pour l'inscription, pour fournir les différentes pièces nécessaires, hein, autant les pièces administratives pour la validation de votre inscription, mais aussi le dépôt du dossier d'admissibilité. Et en cas d'admissibilité, vous aurez aussi un CV à déposer pour l'épreuve d'entretien avec le jury. Ces mots de passe et identifiants qui vous permettront de consulter vos résultats, si vous êtes admissible et si vous êtes des résultats d'admission si vous êtes déclaré admissible, et en cas de réussite, vos propositions d'affectation et les réponses aux propositions d'affectation se feront via ces identifiants et mots de passe. Une petite possibilité qu'on n'a pas forcément soulignée, c'est que les étudiants en licence professionnelle ont la possibilité de s'inscrire à la fois à la voie licence agro et au concours apprentissage qui donne accès aux mêmes écoles, avec des épreuves un peu différentes, évidemment, avec des classements différents, mais ça augmente le nombre de chances, enfin les chances d'intégrer une école d'ingénieur à la fin de la session. Alors, on va passer donc aux épreuves et coefficients. Donc, on en a déjà évoqué une partie avec Jérôme Steph tout à l'heure. Mais je vais peut-être juste passer sur les coefficients. Pour l'admissibilité, il y a uniquement l'épreuve d'examen du dossier au coefficient 2. Pour cette année, vous aurez les résultats de l'examen des dossiers le 28 mai prochain. Donc, vous saurez si vous êtes admissible ou non admissible pour les inscrits. Pour la phase d'admission, donc il y a les 3 épreuves évoquées, sciences et sociétés, coefficient 3, entretien avec le jury, coefficient 3, et l'anglais au coefficient 1, avec une publication des résultats prévue le 4 juillet prochain. Et c'est à cette publication du 4 juillet où vous saurez à la fois la moyenne, le total, l'information essentielle qui est est-ce que vous êtes classé ou non classé, et le rang. Donc, seuls les candidats déclarés classés, avec un rang de classement, sont susceptibles d'obtenir une proposition d'affectation dans une école au cours de la procédure qui, du coup, va suivre. Alors, la formulation des vœux, j'ai vu qu'on avait une question là-dessus dans le chat. Ça se fait depuis le 1er mars et il faut les faire avant le 16 mai prochain. Donc, parce qu'il n'y aura pas de modification possible après. Donc, vous pouvez déjà commencer, hein, pour ceux qui sont inscrits, à aller faire votre liste de vœux en vous renseignant bien sur les différentes écoles. D'ailleurs, c'est l'occasion de se renseigner. Et il ne faut pas prévoir de stratégie particulière. Donc, c'est véritablement l'ordre de préférence qui prime. Sachant qu'en fait, les places vont vous être proposées en fonction de votre rang de classement, mais aussi en fonction du nombre de places offertes dans l'école en question et des vœux des candidats qui seront mieux classés que vous, parce que ce seront eux les prioritaires sur l'attribution des places. Alors, le premier appel, on a dit résultat d'admission le 4 juillet, la première proposition d'affectation. Les premières propositions d'affectation seront mises en ligne le 7 juillet. Pour les candidats qui recevront une proposition d'affectation dès ce premier appel, vous aurez donc 48 heures pour répondre jusqu'au 9 juillet. Et alors ensuite, vous allez avoir 4 appels au mois de juillet. Donc, ce sera tous les lundis, sauf le dernier lundi, en fait, ce sera le mardi. J'ai plus exactement les dates en tête. Mais voilà, il est susceptible d'y avoir des propositions d'affectation pendant tout le mois de juillet, début août aussi, 1 ou 2 appels. Et enfin, vous aurez des appels fin août et jusqu'à la rentrée en fonction des démissions. Mais il faut savoir que le gros du mouvement se fait au début des propositions d'affectation. En fait, une fois que les 2 ou 3 premières vagues, même les 2 premières vagues sont passées, après, ça reste des mouvements marginaux
avec voilà, une place qui se libère dans une école, ça va faire appeler un candidat d'une autre école, etc. Mais ça reste voilà, des mouvements de petite ampleur. On a parlé donc des bilans et statistiques tout à l'heure dans le question-réponse, mais vous avez accessible sur le site du service des concours à la rubrique Se préparer des bilans, des statistiques et des rapports d'épreuves et des sujets sur les sessions précédentes. Et je viens d'y ajouter le module de formation, enfin de préparation en autonomie qui a été communiqué par Jérôme Stepp précédemment. Donc voilà pour la partie concours. Si vous avez des questions sur la session actuelle ou sur les sessions à venir, n'hésitez pas à me les transmettre. Je te repose une question, du coup, dans la foulée, Stéphane. La question de la licence, enfin, la L3, est-ce qu'il faut la valider absolument pour être après admis? Il y a une question qui revient, voilà, étant à L3, je me suis inscrit pour un concours cette année, je voulais savoir si je devais valider ma licence pour être accepté ou pas forcément. Alors, en l'état actuel de la réglementation, j'aurais plutôt tendance à dire oui, si vous voulez, hein. Est-ce que là, le problème, c'est qu'il faudrait. J'aurais répondu en retour, est-ce que vous avez bien fait une L1 et une L2 avant? D'accord, ok. Donc après, ça, on va rentrer dans les détails. Mais si c'est quelqu'un qui est inscrit cette année, n'hésitez pas à envoyer le message via votre espace personnel et puis on vous répondra. Mais voilà, dans l'idéal, il n'y a pas de raison de ne pas valider sa L3, d'autant plus que, voilà, en toute logique, ça vous permet, alors bon, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais en cas d'échec, d'avoir un diplôme en bonne et due forme. Et Morgane, tu voulais intervenir ou dire quelque chose là-dessus? Oui, je voulais, pour répondre, parce que du coup, moi, j'ai passé le concours en deuxième année de licence. J'ai pas eu ma licence, voilà, j'ai pas eu ma licence. Je l'ai fait directement dès la deuxième année. Donc voilà, pour dire que c'était possible et que c'est même. Enfin, moi, je l'ai fait parce que c'était un choix où je me suis dit, bah, si jamais j'ai pas le concours, je peux encore continuer derrière pour passer ma licence, quoi. Alors, c'est toujours possible de passer le concours en licence. D'ailleurs, cette année, on a beaucoup de candidats qui sont inscrits dès la L2. Il est possible de s'inscrire dès la L2 ou dès la L3, mais généralement, il est attendu de la part d'un candidat qui valide l'année en cours, si vous voulez. Il n'y a que ceux qui sont déjà titulaires de la licence qui n'ont rien à valider. Ils ont juste à avoir, pour l'instant, le statut étudiant est nécessaire. Mais il n'y a rien à valider derrière. Donc, disons que normalement, ça ne va pas être bloquant, mais n'hésitez pas à renvoyer un message qu'on vous fasse une trace écrite. On fera toutes les vérifications nécessaires, qu'il n'y ait pas de déconvenus. Merci beaucoup Stéphane, vous pouvez continuer à poser les questions et on va passer dans la dernière partie avec Gaël, qui est dev à l'Institut Agro Montpellier, pour parler justement l'accueil voilà, des licences dans les écoles d'ingénieurs en ce qui concerne la formation et la vie étudiante. Est-ce que il y a des choses spécifiques pour les licences, Gaël, par exemple? Ou je ne sais pas si tu as une présentation. J'ai prévu une petite Ouais, présentation, mais super. je la partage pas. Enfin, c'est Oui, oui, d'accord, ok. Très bien. voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, je voulais parler d'abord des promotions, puisque vous allez arriver dans l'école si vous réussissez le concours, ce que je vous souhaite. Et en fait, vous allez avoir une diversité académique et géographique d'étudiants qui viennent de différents coins de France, voire du monde, de différents concours, donc de différentes formations. Et donc, vous allez, voilà, chacun va essayer de trouver sa place, je dirais, au travers, sur les 3 années dans l'école. Les promotions ont des tailles qui sont nettement inférieures à ce que vous avez à l'université. Voilà, donc on a jusqu'à 400 places en première année pour AgroParisTech, mais c'est vraiment le maximum qu'on rencontre dans les écoles. Ensuite, il n'y a pas d'accueil spécifique pour les licences, mais évidemment, on accueille nos premières années. Il y a une semaine d'intégration, il y a un parrainage. Alors, je parle pour Montpellier, mais voilà, il y a peut-être des différences entre les écoles, mais voilà, grosso modo, toutes les écoles ont un dispositif d'accueil et d'intégration des étudiants en première année. À Montpellier, on a un hébergement et les primo-entrants sont prioritaires. Donc voilà, tous les premières années sont logés, s'ils le souhaitent, à la résidence de l'école. Sur le campus, il y a des étudiants qui suivent différentes formations, hein, pas que des ingénieurs. Il peut y avoir des masters, il peut y avoir d'autres formations suivant les écoles. Donc ça, c'est aussi une richesse. Voilà, ça permet de rencontrer
d'autres personnes avec d'autres centres d'intérêt, d'autres types de formations. La vie associative, comme l'ont témoigné les étudiants dans nos écoles, la vie associative est très riche. Il y a vraiment beaucoup d'associations et tout à l'heure, il y a une personne qui demandait s'il y avait des associations propres à l'environnement. En fait, il peut y en avoir ou pas, mais après, chacun peut créer une association. Voilà, s'il emmène avec lui un groupe de personnes sur des thématiques intéressantes, il y a toujours possibilité de créer une association. Voilà, donc il y a une vie étudiante, qui est riche. Le fait que, les étudiants soient sur un campus, que le campus soit assez petit et par rapport à l'université, qu'il y a un hébergement, ce qui fait que, voilà, les groupes, et l'intégration se passe, globalement, très bien, dans nos écoles. Et ensuite par rapport aux études, les équipes pédagogiques, sont proches des enseignants du fait de la taille des promotions. Et les enseignements, alors il y a des cours, des TD, des TP, mais il y a beaucoup d'exercices qui sont très professionnalisants, hein. Les projets, les stages, comme disait, tout à l'heure une étudiante, à la fin de chaque année, on a des stages à réaliser. Là, effectivement, la première année, il y a également une étudiante qui le disait, est très théorique et progressivement, bah, les étudiants se spécialisent jusqu'à la dernière année. Dans nos écoles, on a aussi souvent des dispositifs d'accompagnement aux projets personnels et professionnels, qui fait que toutes les questions que vous vous posez sur qu'est-ce que je vais pouvoir, enfin, quelle va être la dernière année, la spécialisation que je vais faire, vers quoi je vais m'orienter, ça, vous êtes accompagné en fait sur les 3 années. Et comme disait une étudiante, c'est aussi les stages, les opportunités, et puis on peut tout à fait changer en cours de cursus, mais ensuite dans sa carrière professionnelle. N Ensuite, nous, au niveau de la scolarité, on vous suit, hein, en termes de notes, et si on voit des difficultés particulières d'un étudiant, on ne manquera pas de se rapprocher de lui pour pouvoir discuter, identifier ses difficultés et essayer de trouver des solutions. Donc il y a vraiment, que ce soit au niveau des équipes pédagogiques ou des équipes plus administratives, un accompagnement qui est vraiment individuel. Voilà, et il ne faut pas hésiter, si on a des difficultés, du coup, à se tourner soit vers les enseignants, soit vers les équipes administratives. Et donc en dernière année, ça a également été dit, il y a un grand nombre de spécialités par école et des possibilités, c'est pas systématique, hein, mais des possibilités, d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire si son projet professionnel est vraiment tourné vers une spécialité, s'avère être orienté vers une spécialité qui a lieu dans une autre école, il y a des passerelles possibles entre écoles, en tout cas du ministère, de l'Agriculture. Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est, tout à l'heure, on a parlé donc des exigences du diplôme. Donc il y a effectivement le niveau, de langue, anglaise, et il y a, l'exigence de la mobilité à l'international, et j'ai entendu plusieurs fois dans les interventions dire: «Moi, j'ai fait ma mobilité à l'international pendant la césure». Ce n'est pas accepté en fait, sa mobilité à l'international. Il faut vraiment la faire hors césure. Alors, c'est vrai que le témoignage de Leïla, qui est sorti en 2020, si j'ai bien entendu, elle est potentiellement, dans les promotions qui ont eu, une exonération, on va dire, de cette obligation liée au covid. Voilà, donc là, moi, après, je préfère répondre aux questions et pour être plus ciblée sur vos attentes. Merci beaucoup, Gaëlle.
pour ces éléments, voilà, en complément de tout ce qui a été présenté. Encore une fois, je tiens à remercier l'ensemble des alumni et des intervenants de ce webinaire. Et Laurence, je laisse conclure ce webinaire. Bonsoir à toutes et tous. Merci Julien, merci à tous nos témoins, étudiants, alumni, et puis l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans nos grandes écoles publiques. Donc Sabine, qui dirige du coup un des établissements Bordeaux Sciences Agro, vous a accueilli en introduction, puisqu'elle est en charge de la communication au sein de notre groupe. Vous avez tous compris qu'on se regroupe. Notre ADN commun, ce sont d'être des grandes écoles publiques qui forment au diplôme d'ingénieur agro. Donc moi, je préside notre alliance. Moi, je suis la directrice d'Oniris Vet Agrobio Nantes. Comme habituellement, hein, quand on présente ces webinaires, vous avez beaucoup de questions sur les modalités de concours, l'appréhension, les épreuves, la question de l'école choisir, etc. Je vais reprendre peut-être des mots que j'ai entendus des différents témoins, des différents points de vue, hein, que ce soit des étudiants, anciens étudiants ou les réponses aux questions. Je pense que vous ne ferez jamais de mauvais choix en choisissant une grande école publique qui forme aux sciences du vivant. Sabine l'a dit, une grande diversité des métiers. Parfois, vous avez l'impression que c'est le choix de l'école qui va conditionner vos métiers, votre parcours professionnel derrière, mais c'est pas le cas, puisque, comme la collègue l'a dit, c'est vrai que l'avantage de notre système et de nos écoles, c'est que nous restons des écoles à taille humaine, donc avec une adaptabilité de vos parcours. Il y a eu beaucoup de questions autour, est-ce que vous avez une liberté de choix de stage? Vous ne rentrez pas dans une boîte entrant dans une grande école comme les nôtres. Il y a les passerelles entre écoles. C'est vrai que vous n'avez pas forcément posé de questions dessus, mais vous pouvez commencer dans une école et terminer votre dernière année dans une autre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on organise justement pour accompagner au maximum les parcours en fonction de la maturité de vos projets professionnels. Il y a eu aussi des exemples pour montrer que vous pouvez démarrer en formation initiale, basculer en alternance ou en contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est un élément très important. Certaines écoles proposent aussi la possibilité de démarrer en alternance directement dès la première année d'école d'ingénieur. Évidemment, vous suivez un parcours dit universitaire, parcours licence, master, doctorat. Alors, vous pouvez vous dire, si je valide ma licence, j'ai fait 3 ans après le bac, qu'est-ce que me donne le fait, puisqu'il y a eu la question aussi, vous redémarrez en première année d'école d'ingénieur, donc le diplôme d'ingénieur, c'est un grade master, donc ça peut vous faire 3 plus 3 égale 6 et pas 5. Mais la grande chance, c'est quand même la possibilité dans toutes nos écoles, de toute façon, de valider un double diplôme de master en plus de votre diplôme d'ingénieur, ce qui fait que même après 6 ans, vous sortez avec 3 diplômes. C'est vraiment une possibilité qui est largement accessible pour tous nos étudiants et dans toutes les écoles. Et vous avez parmi ces 3 diplômes le diplôme d'ingénieur qui donne quand même, voilà, par rapport à beaucoup de débouchés professionnels, une différenciation, voilà, par rapport au simple diplôme licence master. Et la différenciation qu'on vous apporte, c'est, outre la taille humaine, l'accompagnement personnalisé, c'est une plus grande proximité avec des secteurs professionnels et une richesse d'insertion professionnelle. Voilà un petit peu
Et vous avez vu au regard des chiffres que Stéphane vous a présentés, c'est vrai que c'est une voie de diversification qu'on a souhaité développer, pour lequel il n'y a pas non plus une pression de candidature. En tout cas, on veut des élèves motivés. C'est pour ça qu'on propose ces webinaires, que vous vous intéressiez, sans que votre projet soit forcément complètement ficelé, hein, mais voilà, c'est de la curiosité, de l'intérêt, et puis voilà, de la motivation. Et il y a, il y a de belles, voilà, de belles places à prendre dans nos écoles qui vous permettent de poursuivre ce que vous avez commencé, et même pour ceux qui sont motivés par le doctorat, c'est pareil. Aujourd'hui, on recherche énormément d'ingénieurs docteurs, en fait, voilà, qui ont à la fois le titre ingénieur et qui poursuivent en doctorat. Donc ça peut être très différenciant aussi de faire ce choix de parcours pour avoir plus de chances d'être pris en thèse de doctorat par rapport à un parcours licence master classique. Et toutes nos écoles sont fortement insérées dans un complexe, dans des écoles doctorales, et un grand nombre d'entre elles sont co-accréditées également sur le doctorat. Donc, ça vous donne une place privilégiée également pour cette poursuite d'études. Merci à tous en tout cas, et ben, pour celles et ceux qui sont inscrits dans la session 2025, on vous souhaite une bonne continuation. On espère que le webinaire a pu répondre à vos différentes questions. Il reste encore des questions dans le chat, mais je pense que Julien en prendra tout ça pour compléter les réponses. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée et merci à tous nos intervenants une nouvelle fois.